Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. L'invité que je m'apprête à accueillir a une parole rare. Il a une parole mesurée. En regardant ses interviews, en lisant ses livres, en écoutant ses déclarations, il m'a semblé être un homme qui aime avoir le temps d'expliquer, de choisir les mots justes. Ce soir, donc, il disposera de ce temps si précieux. Le responsable politique qui avance dans les coulisses a été maire de Cherbourg, député, ministre. Il a été le ministre de l'Intérieur, de la crise des migrants à Calais et des attentats de Charlie Hebdo, de ceux du 13 novembre et de Nice, et de tant d'autres moments tragiques de notre histoire commune. Nous en parlerons. Il a aussi été, pendant 150 jours, le dernier Premier ministre de François Hollande, alors que le président renonçait à se représenter. Nous en parlerons aussi. L'homme politique, qui est actuellement au bord de la Seine, est résolument de gauche. Il a été membre du Parti socialiste pendant 35 ans, avant de le quitter en mai 2022. Il a récemment lancé son propre mouvement, la Convention, qu'il définit comme un lieu où chacun apporte ce qu'il estime pouvoir apporter pour contribuer à une œuvre collective. Nous en parlerons. L'homme, qui sera bientôt parmi nous, est réservé. Il ne s'entretient que très peu de sa vie privée, l'affiche encore moins. Il a pourtant une famille, des passants, des passions. Il a forcément une idée de ce qu'est la liberté. Nous en parlerons. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement non seulement l'invité, le responsable politique, l'homme politique, mais aussi l'homme, tout simplement. Je vous demande d'accueillir Bernard Cazeneuve. Je vois que vous avez fait de l'archéologie, là. Vous êtes allé chercher des L'INA est une images ressource très qui ont précieuse. près de 50 ans. Enfin, non, j'exagère. J'avais 19 ans quand cette émission a été enregistrée. Je ne l'avais pas revue. Heureux de vous la faire redécouvrir alors. Merci Bernard Cazeneuve d'être à Thionville. Bienvenue à Thionville, pardon. On vient donc de voir votre première apparition télévisée. Ma première question, ça peut être un peu naïve, mais je pense qu'elle est importante, à la fois pour vous cerner et pour comprendre le fonctionnement de la vie politique française. Comment, de fils de pied noir, de fils d'un père enseignant, on s'engage en politique, puis on devient maire, député, ministre, Premier ministre. Il y a beaucoup qui tient au hasard de l'existence et beaucoup aussi qui tient à l'éducation. Vous avez évoqué mon père. Mon père était un instituteur de la laïque. Il avait commencé à enseigner en Algérie dans les années 60. Mes parents étaient tous les deux en Algérie, une partie de mes grands-parents également. Et c'était une famille modeste de très petits fonctionnaires. Et ils ont quitté l'Algérie très brutalement en 1962. Ils étaient favorables à la décolonisation. Et un peu comme d'autres, je pense à Camus, ils ont vécu le départ comme un déchirement. Car ils étaient viscéralement attachés à cette terre et ils ne portaient plus les modes de domination qui s'y étaient installés depuis des générations. Et mon père est arrivé dans une ville, il a été nommé dans cette ville par le gouvernement de l'époque pour poursuivre son activité d'enseignant. Cette ville, c'est la ville de Creil, la ville dans laquelle s'est passée l'affaire du foulard en 1989. Et j'ai d'ailleurs fait toute ma scolarité dans une école très en difficulté, au sens où il y avait là des enfants extrêmement pauvres, issus de toutes origines et qui avaient des difficultés scolaires. Et puis ensuite, j'ai fait mon collège au collège Gabriel Havès, pendant tout le collège, là où s'est posé le problème du foulard. Et mon père croyait en l'école, c'était un hussard noir de la République. Il réunissait autour de la table du petit appartement de fonction où nous vivions tous les enfants qui n'avaient pas réussi dans la semaine, et il voulait absolument que ceux qui n'avaient pas réussi à apprendre à lire, à écrire, fussent encouragés par l'instituteur, y compris le week-end, pour que chacun ait sa chance. Il était socialiste, il était ardemment laïque, et il croyait à l'école comme instrument d'émancipation des individus. Il voulait que,
à la porte de l'école, chacun laissa ses croyances, quelles qu'elles fussent d'ailleurs. Et il pensait que la laïcité était une valeur de liberté absolue, et le fait qu'on laisse aux portes de l'école ses croyances religieuses, philosophiques, personnelles, était de la garantie que l'école serait le lieu neutre de l'apprentissage de toutes les connaissances et de l'épanouissement personnel. Il était membre de la Convention des institutions républicaines, il a été au Congrès d'Épinay, et il était mitterrandiste. Et en 1973, il y a des élections législatives, et François Mitterrand fait le dernier meeting de la campagne à Creil. Mitterrand est attendu à 20h30, à 23h il n'est toujours pas là. À 23h15 on l'annonce, à 23h30 il arrive pour une réunion qui durera jusqu'à minuit, minuit étant la fin de la campagne officielle. Et je fais énormément de pression sur mon père pour qu'il m'amène à cette réunion alors que j'ai 10 ans. Et je suis assis au premier rang, je vois le personnage François Mitterrand arriver, j'assiste à une demi-heure de discours qui m'apparaissent déjà comme des moments d'art oratoire, presque de littérature. François Mitterrand descend de la tribune, il me demande ce que je fais là, il me demande qui est mon père, et il s'en prend à mon père en lui disant « mais on n'amène pas des enfants à des meetings quand ils ont 10 ans ». Bon. Et de façon assez difficile. Et puis il me dit, avec l'air que vous le connaissez, « toi tu devrais dormir, hein, maintenant ». Bon, très bien. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai eu pour la politique une espèce d'intérêt qui ne s'est jamais démenti et qui m'a conduit par la force des valeurs familiales qui m'étaient inculquées, que j'ai décrites très grossièrement. Il y aurait mille autres choses à dire. Je me suis engagé. Alors, je ne me suis pas engagé à Cherbourg, puisque je n'avais jamais mis les pieds à Cherbourg. Donc, en 1991 ou 92, je vais à une réception à l'Élysée, où François Mitterrand me dit « mais qu'est-ce que vous faites, votre père, etc. » Bon, je donne des nouvelles, et je lui explique que je suis en cabinet ministériel. À l'époque, j'étais chef de cabinet de l'un de ses ministres. Et il me dit « vous êtes en retard, à votre âge, j'étais déjà ministre. » Bon. Et donc, si vous voulez faire quelque chose, en gros, il serait temps de vous en occuper. Bon, tout ça à la manière de François Mitterrand. François Mitterrand était un personnage qui, par son physique, son teint, sa manière de parler, était à la fois extraordinairement séduisant, mais en même temps terrifiant, tellement il était impressionnant. Et donc, j'ai été piqué au vif quand il m'a dit ça. Puis, quelques jours après, un membre de son cabinet, qui était un de mes cousins, il m'a dit « il y a quelque chose à faire dans la Manche, et il faudrait partir conquérir une ville qui s'appelait Octeville, qui était à proximité de Cherbourg, et qui avait été perdue par la gauche à l'occasion d'une élection où la gauche était divisée. » Donc, je pars pour Cherbourg en train, un soir de novembre 1991. J'arrive à Cherbourg, j'avais l'impression qu'on avait placé au bout du quai un tuyau puissant et qui m'envoyait de l'eau à l'horizontale. Bon. Et Laurent Fabius, qui était proche de François Mitterrand, m'avait dit « vous allez voir, Octeville, c'est charmant, c'est un petit port de pêche, ça ressemble à la Bretagne, les gens vous attendent, ils seront ravis, etc. » Bon, très bien. J'affronte le tuyau d'eau, c'est-à-dire il faisait un vent à 120 km/h et il pleuvait à torrent. Et puis je prends un taxi pour me rendre dans la petite ville d'Octeville au bord de la mer. Et je constate que le taxi monte, et je me dis quand même, comme disait Jaurès, en allant vers la mer, généralement, on descend plutôt qu'on ne monte. Bon. J'interroge le taxi, et je lui dis, mais c'est bizarre, je dois me rendre dans le petit port de pêche qui est Octeville, et on monte. Il me dit, mais Octeville n'est pas du tout un port de pêche, il n'y a pas la mer. C'est une zone d'urbanisation prioritaire de 18 000 habitants. Et bon, très bien, donc je fais la réunion, les socialistes me regardent vraiment de travers, ils ne m'attendaient pas du tout, contrairement à ce qu'on m'avait raconté. Mais comme j'étais chef de cabinet de ministre, ils avaient eu vent de mon arrivée. Et le lendemain, avant de prendre le train, en sortant de l'hôtel, j'achète la presse de la Manche et je vois
en étant très surpris, puisque je n'avais vu aucun journaliste, une photo, la mienne, avec un gros titre, Bernard Cauvin, président de la communauté urbaine, je ne sais pas qui il est, je vais le convoquer. Bon, je trouve l'accueil un peu froid, et je rentre à Paris, et Laurent Fabius m'appelle et me dit « Comment ça s'est passé ?» Et je dis « Écoutez, Laurent, ça s'est passé pas comme vous l'avez dit, les gens ne m'attendent pas, le train c'est très loin, il pleuvait tout le temps, donc ça va être difficile. » Et Fabius me dit si vous raisonnez comme ça, c'est que vous n'êtes pas fait pour faire de la politique. Je suis donc piqué au vif une deuxième fois, et donc je décide d'y retourner. J'y retourne et je découvre un pays qui est désormais en moi, enfin qui est présent en moi et qui restera présent en moi jusqu'à la fin de mes jours. La beauté des falaises du Cotentin, les paysages irlandais, à la fois la rudesse, la pudeur et l'extrême chaleur des habitants, les épreuves aussi rencontrées par eux, je pense à l'attentat de Karachi notamment, qui m'aura beaucoup marqué, tout ça a créé des liens indestructibles, et c'est là-bas que sont mes racines. Et j'ai vécu pendant 20 ans à Cherbourg en y faisant de la politique sans qu'on n'entende jamais parler de moi au plan national, parce que j'estimais que la tâche qui m'incombait était de bien gérer ma ville et de la représenter au Parlement lorsque je suis devenu député-maire, en essayant de m'occuper au mieux de ceux qui m'avaient fait confiance. Et c'est pas une mauvaise manière de faire, parce que ça crée des liens qui sont en réalité très indestructibles. Et donc, vous êtes député-maire pendant 15 ans dans l'opposition. Vous êtes nommé ministre des Affaires européennes en 2012. Je ne suis pas dans l'opposition pendant 15 ans. Je suis élu en 1997. Je suis donc dans la majorité pendant 5 ans. Lionel Jospin gouverne. Et je fais à ce moment-là beaucoup de missions parlementaires de contrôle de l'action de l'exécutif. Et notamment, je suis rapporteur de la mission d'information parlementaire sur le génocide rwandais, qui est la première mission politique qui me marque vraiment énormément. Et parce que je découvre des choses épouvantables et que je découvre aussi certains manquements, certaines faiblesses de l'administration française. Et puis, Lionel Jospin est battu dans les conditions que vous avez à l'esprit. À ce moment-là, il y a des élections législatives. Je fais 49,98% des voix et je suis battu. Et en 2007, je suis réélu, puis en 2012, je suis réélu au premier tour dans ces deux élections, et puis en 2012, je rentre au gouvernement après que François Hollande a été élu président de la République. Tout à fait. Et donc vous rentrez au gouvernement, vous passez du côté de l'exécutif. Alors vous étiez certes en responsabilité au niveau local, à Cherbourg. Est-ce que ça change quelque chose de dire « je fais partie de ceux qui dirigent au destin du pays », ça vous oblige? C'est une forme de restriction de la liberté que vous aviez jusque-là? Bon, d'abord, je n'ai pas fait grand-chose pour être nommé au gouvernement. Je n'ai même pas fait grand-chose pour être nommé porte-parole de François Hollande, puisque le jour où François Hollande m'appelle pour me dire « je souhaiterais que tu sois porte-parole de campagne », je découvre un accord électoral sur des sujets qui me tiennent à cœur, la question du nucléaire. Non pas que je sois un nucléocrate fanatique, mais je pense déjà à l'époque que des décisions hasardeuses sur la filière nucléaire compromettront à terme notre capacité à lutter contre le réchauffement climatique. Je suis très favorable au renouvelable, mais pas favorable à la destruction du nucléaire. Bon. Et d'ailleurs, je créerai à Cherbourg une usine d'éoliennes offshore en engageant la diversification du bassin d'emploi. Et mon idée à l'époque est de faire de la presqu'île du Cotentin le lieu du développement de toutes les énergies non carbonées. Bon. Et donc j'ai un désaccord avec François Hollande et je l'appelle pour lui dire « je suis désolé, mais je ne peux pas accepter cette fonction de porte-parole compte tenu de cet accord parce que je ne peux pas l'assumer. Je suis en désaccord avec... il me dit « mais il y a une liste considérable de gens qui font le siège de mon téléphone pour être porte-parole. On propose... gentiment, et puis tu vas aller comme ça. » Je dis bah oui, parce que moi je ne peux porter qu'une parole avec laquelle je suis en accord. Et là j'ai un problème de fond, qui est un problème éthique, je ne peux pas. Et donc cet accord sera revu. Pas simplement parce que je me comporterai comme ça, mais parce que d'autres s'interrogeront.
Et la campagne se passe, on passe toutes nos journées ensemble avec le président celui qui allait devenir président de la République. Et puis il gagne. Et il y a un moment de fête à la Bastille. Mais comme moi j'ai passé 3 mois à faire campagne et à pas être dans ma ville, à peine le résultat est-il sorti que je prends ma voiture et je me précipite à Cherbourg pour reprendre mes activités normalement. Donc le président de la République élu m'appelle pour me dire mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas là? Je dis mais je suis parti dans ma ville. Bon, alors ça l'étonne beaucoup. Et puis dans les jours qui suivent, il y a toute une série d'acteurs que je vois dormir au siège de campagne de François Hollande, de manière à être sûr qu'ils pourront le croiser le matin et le soir, de manière à ce qu'il soit bien identifié comme potentiellement ministre. Bon, moi, je suis dans ma ville, je ne m'occupe pas de tout ça, et je ne serai appelé par Jean-Marc Ayrault pour être ministre des Affaires européennes que quelques 10 minutes avant l'annonce de la nomination du gouvernement. Et quand Manuel Valls sera nommé Premier ministre, François Hollande m'appellera pour me dire mais c'est difficile, la composition du gouvernement, etc. Je lui dis qu'à cela ne tienne, nommez qui vous voulez, moi je peux partir du jour au lendemain. Je ne serai pas à l'extérieur du gouvernement moins loyal que je n'étais à l'intérieur. Je ne ferai pas un livre pour expliquer à quel point la France a perdu en perdant son ministre du budget. Ça, je ne le ferai jamais. C'est pas comme ça que les choses se passent. Donc, sentez-vous libre. Et à ce moment-là, il me dit, oui, mais j'aimerais qu'en réalité, vous soyez secrétaire général de l'Élysée. Et je dis, ben, très bien. Et il me dit, mais je n'osais pas le demander parce que généralement, quand on est secrétaire général de l'Élysée, on devient ministre. Mais quand on est ministre, on ne cherche pas à être secrétaire général de l'Élysée. Je lui dis, ça vous rend service, c'est bien volontiers. Puis finalement, les choses se sont passées autrement. Je suis devenu ministre de l'Intérieur. Et vous êtes nommé donc en avril 2014 ministre de l'Intérieur. Quel sentiment vous transperce à ce moment-là? La France, elle est dans quel état? D'abord, moi, je ne sais pas grand-chose en 2014, pour ne pas dire quasiment rien, lorsque je suis nommé, du risque terroriste dont la presse ne rend pas du tout compte à l'époque. C'est un sujet qui n'est pas dans l'espace médiatique. Lorsque j'arrive à Beauvau, Manuel Valls doit prendre ses fonctions à Matignon, donc on reste très très peu de temps ensemble, et il me dit, il y a un sujet qui nous préoccupe énormément, c'est le départ de jeunes Français sur le théâtre des opérations terroristes en Irak et en Syrie. C'est un sujet d'une extrême gravité parce que ceux qui partent sont entraînés par des groupes terroristes. Lorsqu'ils reviendront, ils nous frapperont. Et donc, il faut prendre un ensemble de dispositions législatives très rapidement qui n'existent pas dans le droit français pour bloquer le départ de ceux qui veulent partir sur les théâtres d'opération, bloquer le retour de ceux qui sont partis, bloquer les sites qui appellent et provoquent au terrorisme. Et donc, je suis parti à partir de ce 2 avril 2014 dans un travail qui va me conduire jusqu'à mon départ à Matignon, qui va être jalonné par toute une série d'attentats absolument tragiques pour le pays. Et pour dire les choses simplement, je suis à ce moment-là dans l'impression très forte d'une course contre la montre. C'est-à-dire que je vois le risque, j'en mesure toute la profondeur, et en même temps, je vois le temps de l'adoption de la législation dans un état de droit. Et donc, je suis dans une véritable course contre la montre où chaque jour qui passe sans qu'un attentat ne soit survenu est un jour que nous avons gagné, jusqu'au jour où les attentats frappent. Et avant d'aborder les attentats, il y a un autre drame qui se passe le 26 octobre, je crois. Un jeune militant écologiste est tué, Rémi Fraisse, par une grenade offensive lancée par un gendarme. Est-ce que c'est un lourd dysfonctionnement de l'État à ce moment-là? Bon, d'abord, il faut savoir que le ministère de l'Intérieur est un ministère qui traite de toute une série de questions qui prennent une dimension très intense après que des échecs successifs sont produits. Cette affaire de barrage a été malmenée dès le début, mais ça ne dépend pas du ministère de l'Intérieur. La tension n'a cessé de monter. J'ai été informé d'ailleurs par un certain nombre de mes collègues ministres ou anciens ministres, je pense notamment à Cécile Duflot, des tensions qui existent, et alerté par Cécile Duflot et par les notes qui viennent de mes services, je suis dans une très grande inquiétude de ce qui pourrait survenir sur ce site. Il y a des rassemblements, il y a des infiltrations
d'individus qui sont là pour créer les conditions de la tension. Et donc, très tôt, je donne un ensemble d'instructions écrites au préfet et au directeur général de la gendarmerie, puisque ce sont les gendarmes qui sont sur place, pour dire, attention, cette affaire peut dégénérer, donc vous devez, un, discuter, deux, désamorcer, et trois, conduire les opérations de maintien de l'ordre de telle sorte qu'aucune tragédie ne survienne. Bon. Dans la nuit où la tragédie va se produire, informé des tensions qui existent depuis plusieurs jours, je ne dors pas, c'est-à-dire que je suis avec mon portable et je donne des instructions par SMS aux uns et aux autres pour appeler à la vigilance. Bon. Et le drame se produit parce qu'à un moment donné, il y a un attroupement des personnes qui sont parmi les jeunes et qui cherchent la confrontation avec les forces de l'ordre, et une grenade offensive est envoyée qui tombe dans la capuche de Rémi Fraisse et qui occasionne le drame que l'on sait. Bon, quand j'apprends cela, bien entendu, je l'apprends au petit matin, je mesure la tragédie pour la famille, pour les militants, pour les camarades de ce jeune homme. Et puis il s'avère que j'ai moi-même des enfants de cet âge, donc on imagine ce qu'est la tragédie pour les parents. Mais je n'ai pas d'informations sur ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est-à-dire que quand l'information m'est donnée, je demande à ce que le procureur de la République puisse dire la vérité sur ce qui s'est passé. Il y a une enquête judiciaire qui est ouverte. Le procureur de la République ne communique pas. J'ai très peur, moi, que le procureur de la République ne communiquant pas, on donne le sentiment au ministère de l'Intérieur, en ne communiquant pas, de vouloir dissimuler des faits. Donc je demande qu'on me donne quelques éléments qui permettent une première communication. Et comme je ne sais pas ce qu'il en est, et que j'ai vécu, je l'évoquais tout à l'heure à Cherbourg, la tragédie de Karachi, et que je me souviens que les victimes de cette tragédie ne voulaient absolument pas que l'État ne vienne à la rencontre des familles avant que des éléments correspondant à la vérité ne soient établis, je ne veux pas m'exprimer ni prendre contact avec la famille sans être en situation de dire des choses extrêmement précises, et notamment sans vouloir donner le sentiment, par imprécision du propos, de vouloir dédouaner mon administration. Et c'est une faute de communication, parce que, bien entendu, tous ceux qui sont déjà dans la préemption de cette tragédie pour en faire une exploitation politique expliquent que mon silence est une distance, une froideur, etc. En réalité, ce n'était pas du tout le cas, et je savais les instructions que j'avais données, je intériorisais la souffrance de la famille, et je ne voulais la contacter que après avoir eu des éléments précis. Puis ensuite, il y a eu toutes ces polémiques qui n'ont cessé d'ailleurs de se communiquer à travers les moments politiques. Il y a un responsable politique français qui m'a accusé d'être celui qui a organisé l'assassinat de Rémi Fraisse. Ce responsable politique parle encore beaucoup, d'une voix tonitruante et forte régulièrement. Et bien entendu, il a instillé cette idée auprès de toute une série d'acteurs que cela correspondait à la vérité. Moi, je sais quelle est la vérité, mais quelle que soit la vérité, elle ne consolera jamais les parents de ce jeune garçon. Et pour moi, cet événement est l'une des grandes tragédies de mon passage à Beauvau, est une blessure pour tous ceux qui, au ministère de l'Intérieur, sont des fonctionnaires qui ont un certain sens de l'État et de la République. Une autre grande tragédie, c'est le jour du 7 janvier 2015. On le rappelle, et je pense que c'est important de dire ces noms. Ce jour-là, il y a 12 personnes qui sont assassinées. 8 membres de la rédaction de Charlie Hebdo, Cabu, Charb, Tinius, Honoré, Wolinski, Bernard Maris, Mustapha Ourad et Elsa Kayat, ainsi que Frédéric Boisseau, Michel Renaud, Franck Brinsolaro et Ahmed Merabé. Comment la nouvelle parvient jusqu'à vous ? Quelle est votre première réaction quand on vous dit que ça y est, ce que vous redoutiez tant depuis votre arrivée à Beauvau arrive, il y a des attentats en France ?
Au moment où cet attentat survient, je suis dans une discussion dans mon bureau avec les responsables de la Ligue des droits de l'homme. Et les responsables de la Ligue des droits de l'homme ont demandé à me voir parce qu'ils m'expliquent que les dispositions de la loi de novembre 2014 qui bloquent les sites qui appellent et provoquent au terrorisme, interdisent la sortie du territoire, sont des mesures sécuritaires caractéristiques de ce que le ministère de l'Intérieur est capable de produire et que nous instrumentalisons le risque terroriste à des fins de développement d'une politique sécuritaire, que ce risque est très largement amplifié par le ministère et que les mesures que j'ai prises dans cette loi ou que j'ai fait adopter par le Parlement et qui m'autorisent à prendre des mesures de police administrative relèvent d'une mauvaise pente dans laquelle le ministère de l'Intérieur est engagé comme souvent. Et au moment où j'essaie de leur expliquer ce qu'est la nature de la menace, la manière dont nous la percevons, mon directeur de cabinet rentre dans mon bureau blême pour me dire il y a une fusillade qui vient d'intervenir au siège de Charlie Hebdo, c'est vraisemblablement un attentat terroriste, et le préfet de police vient d'appeler pour dire qu'il y a énormément de morts. Je lève la séance avec les responsables de la Ligue des droits de l'homme et je me rends immédiatement sur place. Il y a à ce moment-là sur place quelques personnes qui sortent des locaux, et notamment le préfet de police, totalement choqué par la scène à laquelle ils viennent d'assister, enfin la scène de crime. Et le président de la République m'indique qu'il me rejoint. Le souvenir que je garde de ce moment, c'est la sortie de l'urgentiste Patrice Pelloux, qui était dans la rédaction et qui est rescapé, et qui s'effondre dans les bras du président de la République, comme si toute vie s'était échappée de lui. Je reverrai d'ailleurs cette scène le soir du Bataclan. Nous mettons immédiatement en place une cellule de crise à Beauvau pour essayer de retrouver les auteurs dont l'identité nous est très vite communiquée. Entre-temps, les auteurs ont tué un policier qui est Ahmed Merabé, policier français d'origine algérienne, qui porte l'uniforme avec fierté, qui est un musulman et qui a donc été tué par les frères Kouachi. Le lendemain, nous avons le meurtre de Clarissa Jean-Philippe à Montrouge. On m'indique que vraisemblablement celui qui a commis ce crime entendait se rendre dans une école juive à proximité du lieu où Clarissa Jean-Philippe a été assassinée. Et le surlendemain, les frères Kouachi sont repérés au terme d'une traque conduite par les services de police et de gendarmerie et s'enferment dans l'imprimerie de Darmartin-en-Gouel. Et à ce moment-là, nous cherchons le deuxième terroriste, celui qui a assassiné Clarissa Jean-Philippe. Et au début de l'après-midi, le préfet de police m'appelle pour me dire que des coups de feu ont été entendus dans une épicerie, l'épicerie Père Cachère, du 20e arrondissement, et qu'il y aurait plusieurs morts. Nous mettons en place immédiatement un PC de crise à proximité de l'hypercachère, et nous décidons avec le président de la République que nous n'aurons pas d'autre choix que d'intervenir simultanément à l'imprimerie Dammartin-en-Gouel et à l'épicerie hypercachère. Et à ce moment-là, le président de la République me demande de donner instruction à la fois au général Favier, qui est sur place à proximité de l'imprimerie, et au préfet de police de Paris, d'intervenir simultanément. Et au moment où j'appelle le général Favier, il me dit en direct, monsieur le ministre, la porte de l'imprimerie s'entrouvre, j'entends des coups de feu au téléphone, il tire, on est obligé de riposter. Alors bien entendu, sa voix est à la fois pleine d'angoisse et dans l'action, et au bout de quelques secondes, il me dit, les frères Kouachi sont à terre, je m'approche, etc., et ils sont morts. Bon. Et quand vous vivez ce moment par procuration, qu'est-ce que ça vous fait? Moi, je suis totalement mobilisé dans la volonté de faire en sorte que l'État mette fin à cette crise terroriste, mais je suis surtout dans l'action à ce moment-là, parce que
Je me dis, si les chaînes d'information en continu révèlent cette information avant que nous ne soyons intervenus, les otages sont morts à l'épicerie Hypercacher. Donc à ce moment-là, j'appelle le préfet de police, je lui dis, monsieur le préfet, il faut intervenir tout de suite, voilà ce qui vient de se produire. Et là, il se passe quelque chose d'inouï, le préfet ne raccroche pas son téléphone quand il a terminé la conversation avec moi. Et moi, je n'arrive pas à quitter mon téléphone aussi longtemps qu'il n'est pas raccroché, que le sien n'est pas raccroché. Il prend un second téléphone, et là, j'entends dans le second téléphone, enfin, il parle non loin du téléphone qu'il a laissé ouvert, je viens d'avoir le ministre au téléphone, il faut intervenir immédiatement, les frères Kouachi ont été tués, on ne peut pas attendre. Et comme le téléphone n'est pas raccroché, je reste. Une minute et demie après, j'entends une déflagration, puis des coups de feu, puis quelques minutes après encore, j'entends la voix blanche du préfet Boucaud compter. Compte jusqu'à 14. 14, c'est exactement le nombre d'otages vivants dans l'épicerie, ça nous le savons. Et donc, je comprends qu'il compte les otages qui sortent, et je rentre, après avoir accroché dans le bureau du président, qui est de dos, devant l'écran de BFM Télé, et qui voit l'image des otages qui sortent, et qui les compte. Et c'était un moment extrêmement poignant. Vient ensuite le 11 janvier, cette gigantesque manifestation à Paris, et puis... Oui, alors là aussi, c'était une idée du président, cette manifestation à Paris. Il me dit la France doit montrer son unité, son indivisibilité, et comme la France n'est pas un pays comme les autres, je vais inviter tous les chefs d'État et de gouvernement. Et je lui dis, président, c'est sympathique, mais on est en pleine crise terroriste, on vient quand même de vivre des moments difficiles, et vous pourriez penser à vos collaborateurs de temps en temps. Bon, la manifestation, oui, mais tous les chefs d'État et de gouvernement, bon, ils viennent quasiment tous d'ailleurs, à part Barack Obama. Et je me souviens très bien de cette scène, parce que le samedi matin, vous voyez, la scène que je viens de vous raconter, où le président et moi nous retrouvons dans ce moment très, très fort de la libération des otages. Le lendemain, nous allons ensemble voir les policiers qui ont été blessés au moment de la libération des otages. Et nous rentrons le samedi après-midi, après cette visite des policiers blessés, lui à l'Élysée, moi place Beauvau. Et dans la voiture, je lui dis, mais est-ce que vous pensez que c'est vraiment raisonnable, cette manifestation, ce chef d'État, etc., s'il se passait quelque chose? Et le président me répond, il ne se passera rien car nous sommes la France. Bon, c'est une réponse un peu sommaire, mais il avait raison. Et j'oublierai moi jamais la scène de l'arrivée du cortège dans lequel j'étais le 11 janvier dans les rues de Paris. Il y avait énormément de policiers, pour les raisons que je viens de vous indiquer, dans les rues de Paris. Et au moment où la voiture arrive quelque part du côté de la République, et je vois bien entendu la foule immense, et puis il y avait ces immeubles qui étaient de part et d'autre de l'avenue, avec des milliers de Parisiens aux fenêtres. Et au moment où je descends de la voiture, les policiers s'approchent de la voiture pour assurer la sécurité, et il y a des applaudissements dans tous les immeubles. Et les Français applaudissaient les policiers qui avaient fait l'opération de l'épicerie Hypercacher. Et je voyais dans le regard des policiers une surprise. Ils n'avaient pas l'habitude d'être acclamés. Hein. Ça ne leur arrivait pas souvent. Mais ils s'étaient exposés. Ils avaient, pour certains, été blessés. Un policier avait perdu sa vie, Ahmed Merabé. Et les Français avaient conscience du sacrifice des policiers à ce moment-là pour assurer leur propre sécurité. J'en profite d'ailleurs pour dire que c'est la raison pour laquelle, lorsque j'entends des responsables politiques français dire que la police tue, c'est-à-dire laisser entendre qu'il y a une consubstantialité de la violence à la police, il peut y avoir des erreurs, bien sûr, je l'évoquais tout à l'heure. J'ai même moi-même sanctionné durement des policiers qui avaient manqué à leurs obligations. Mais dans la République, il n'y a pas de consubstantialité de la violence à la police. L'état de droit
l'ordre public, le respect de ceux qui portent l'uniforme et qui sacrifient leur vie pour assurer la sécurité des Français, ça relève de la promesse républicaine. Et ce 11 janvier, lorsque j'ai assisté à cette scène que je viens de vous décrire, j'ai eu le sentiment que cette promesse républicaine était très, très puissamment vivante et présente. Donc on sort d'un moment de communion nationale et quelques mois après, la tragédie touche encore une fois la France. Le 13 novembre 2015, des attentats font 131 victimes à Paris et dans les alentours et plusieurs centaines de blessés, physiques ou psychologiques. Est-ce que les services de l'État, ils étaient prêts à une telle attaque, une attaque de cette ampleur? Et vous, Bernard Cazeneuve, l'homme, est-ce que vous étiez prêt? Comment voulez-vous qu'on soit prêt à subir la répétition des événements que vous évoquez en les faisant ressurgir ce soir-là devant moi? Ce serait d'une prétention incroyable de dire qu'on est prêt. Qui pourrait être prêt à cela? Qui pourrait être prêt à voir l'enchevêtrement des corps des journalistes et caricaturistes assassinés? Qui pourrait être prêt à voir le regard hagard de cette jeune femme qui sort du Bataclan alors qu'elle n'a pas été blessée, mais qu'elle a été choquée, blessée psychologiquement? Et dans son regard, il n'y a plus rien qui ressemble une fois encore à la vie. Comme si les barbares qui s'étaient attaqués à cette jeunesse présente dans la salle du Bataclan avaient cherché à extirper de tous ceux qui n'avaient pas été victimes de leur feu ce qu'il pouvait y avoir d'étincelles de vie. C'est ça que révèle le visage de cette jeune femme. On n'est pas du tout préparé à ça, mais on se prépare à faire en sorte que cela n'advienne jamais. Je vous parlais tout à l'heure de la course contre la montre. Avant le Bataclan, nous avions rehaussé, dès le début du quinquennat de François Hollande, mais plus encore après les attentats de janvier 2015, les moyens des services. Nous avions fait voter la loi relative au renseignement, qui n'était pas encore en vigueur parce que les textes d'application devaient être pris et que c'était très long compte tenu des questions relatives aux libertés publiques. Nous avions procédé à l'armement et à la modernisation des moyens techniques et numériques à disposition des forces. Et nous avions, le matin même du 13, la journée du 13 novembre 2015 n'est pas une journée comme les autres. Le matin, nous faisons un exercice rassemblant tous les services de l'État concernés, la sécurité civile, la sécurité publique, la gendarmerie, les forces spéciales, BRI, RAID, GIGN, pour simuler un attentat qui est une tuerie de masse et tester les services. Si cet exercice est fait le matin même. L'après-midi du 13 novembre, je suis à la préfecture des Hauts-de-Seine pour présenter un plan de lutte contre le trafic d'armes à feu. Parce que le trafic d'armes à feu est l'un des éléments qui favorise les tueries de masse à caractère terroriste. Et je n'ai pas réussi à obtenir de l'Union européenne qu'elle prenne une directive régulant le trafic d'armes et augmentant les moyens d'Europol et d'Eurojust pour y parvenir. Et donc, j'ai décidé de prendre des dispositions nationales pour pallier l'impossibilité dans laquelle je suis d'obtenir des autres États membres une directive européenne sur ce sujet. Et ensuite, nous partons, après cette journée où il y a eu cet exercice, puis la présentation des mesures de lutte contre le trafic d'armes, avec le préfet de police à Montrouge, pour remettre des décorations à des fonctionnaires qui étaient aux côtés de Clarissa Jean-Philippe au moment de son meurtre. Et comme nous avons vécu une journée tournée autour de la sécurité des Français et des attentats, le préfet de police, qui s'appelle Michel Cadot, qui est un grand commis de l'État, extraordinairement rigoureux et humain en même temps, de très grande pudeur, monte dans la voiture avec moi, je le raccompagne à Beauvau, et il me dit, mais que de tension depuis des mois. Et il me dit, malgré tout, ça tient. Et je lui dis, nous sommes, donc le 13 novembre, il est 19h30, je dis, monsieur le préfet, je ne sais pas ce qui surviendrait dans ce pays si nous avions un attentat, une tuerie de masse dans les heures qui viennent avec 140 morts. Et une heure après, il m'appelle pour me dire voilà ce qui se produit.
Après cette nuit d'horreur, François Hollande déclare l'état d'urgence et rapidement, une proposition émerge pour essayer de recimenter les Français. C'est celle de la déchéance de nationalité. Si elle avait été décidée et appliquée, est-ce que c'est une proposition qui aurait pu vous faire prendre vos distances avec le gouvernement de l'époque? Il faut être sur ces sujets scrupuleusement honnête et ne pas réécrire l'histoire à l'aune du film dont on connaît la fin. Des déchéances de la nationalité, j'en avais faites comme ministre de l'Intérieur. J'en ai fait 6 pour des terroristes. Et donc, je n'avais pas l'égard de la mesure de prévention, je l'avais mise en œuvre moi-même. En revanche, j'avais une grande prévention quant à la constitutionnalisation de la mesure. Pourquoi? Parce que je savais parfaitement qu'il n'était pas nécessaire pour faire des déchéances de nationalité à l'égard d'individus qui avaient décidé par la violence de leurs actes terroristes de couper leurs liens avec la nation. En France, la nation, c'est pas un concept. Nous sommes dans un pays où l'État préexistait à la nation s'est incarnée dans l'État, et la République, dans ses valeurs de paix, de concorde, de fraternité, a donné à la nation ce creuset de valeurs qui nous permet de vivre ensemble. Donc, couper le lien avec ces valeurs, ça a une signification. Bon. Parce que c'est la nation dans ce qu'elle représente de principes intangibles qui nous permettent de vivre ensemble, qu'on décide d'attaquer. Bon. Donc, je l'avais fait, mais l'ayant fait, je savais qu'on n'avait pas besoin de constitutionnaliser la chose pour le faire. Bon. Par ailleurs, j'avais parfaitement conscience que si on entrait dans la constitutionnalisation de la déchéance de la nationalité, nous entrerions dans une séquence politique funeste. D'abord parce que comme on n'avait pas besoin de le faire, pour le faire, de constitutionnaliser, ça voulait dire qu'on utilisait la constitutionnalisation de la déchéance comme un instrument politique dont on n'avait pas besoin. Donc on faisait de la politique. On ne fait pas de la politique avec des sujets de cette nature. 2, j'étais absolument convaincu aussi que nous créerions une fracturation à l'intérieur de la société française entre les binationaux et les autres. Et troisièmement, j'étais convaincu que quand on est de gauche, sur des sujets de cette nature, on ne cherche pas à faire des concessions à la droite, parce qu'à la fin, la droite vous enlève le tapis de sous les pieds, et c'est ce qui s'est produit. Bon. J'ai beaucoup agi, mais loyalement, je n'ai pas fait dans le silence du cabinet de travail avec le président de la République et le Premier ministre, mais il y a une mécanique qui s'est mise en place que nous n'avons pas réussi à arrêter. J'ai failli l'arrêter à un moment, à 2 moments. D'abord, quand j'ai vu que le Conseil d'État avait des interrogations sur le fait d'intégrer dans la réforme constitutionnelle la déchéance de la nationalité pour des raisons juridiques qui sont celles que je viens d'indiquer, j'ai dit au président de la République, il ne serait peut-être pas interdit de faire remarquer au Conseil d'État que la disjonction de la déchéance de nationalité de la réforme constitutionnelle serait une idée juridiquement juste et politiquement opportune. Mais ça ne s'est pas produit. Et ensuite, j'ai réussi à un moment donné à convaincre le président d'y renoncer. Mais ça a fuité, et notamment à une réunion de directeur de cabinet où la directrice de cabinet du Premier ministre de l'époque a dit à l'ensemble des directeurs de cabinet, le ministre de l'Intérieur a eu une discussion avec le président de la République ce matin, c'est fini la déchéance de nationalité. Un journal du matin s'en est fait l'écho, et à ce moment-là, il y a toute une série d'acteurs à l'intérieur du gouvernement que je ne nommerai pas, qui ont expliqué que si on renonçait à la déchéance de nationalité, on instaurait la déchéance de présidentialité pour le président de la République. C'est-à-dire que vous savez, quand un gouvernement est parti dans les fautes, généralement, il s'arrête rarement en chemin. Ça ne vaut pas pour le gouvernement auquel j'ai appartenu, d'ailleurs. Et donc, nous étions dans cette séquence-là. Et moi, sur la déchéance de nationalité, j'ai une position que certains ont trouvée par trop juridique, puisqu'on m'expliquait que ce n'était pas avec du droit qu'on faisait de la politique, mais c'est parfois avec du droit qu'on en fait bien. Parce que l'état de droit, la République, les principes fondamentaux sont des choses qui, dans la France telles que nous l'aimons, se conjuguent de concert. Pour revenir plus précisément aux attentats,
Ces terroristes, ces hommes qui s'en sont pris à la liberté, puisque la liberté c'est le thème de notre festival, ils se sont pris à la liberté de la presse, ils se sont pris à la liberté de vivre. Ces hommes, ils étaient occidentaux, ils étaient français, ils étaient belges. En théorie, ils y avaient aussi accès à toutes ces libertés. Pourquoi est-ce qu'à un moment, ils se retournent contre elles ? Bon, d'abord, vous avez raison de dire que ceux qui s'en sont pris à nos concitoyens au moment des attentats terroristes s'en sont pris à ce qu'est la France dans ses valeurs et ses principes. Lorsque l'on tue des journalistes et des caricaturistes qui représentent la liberté jusqu'à l'impertinence, on s'en prend à l'esprit français, à la conception que les Français ont de la liberté, du blasphème. On s'en prend à Voltaire, on s'en prend à Yankelevitch, on s'en prend à Lévinas, on s'en prend à tous ces intellectuels qui sont les intellectuels de la liberté en France. Bon. Lorsqu'on tue nos compatriotes de confession juive à l'hypercachère, on s'en prend à la liberté de religion. Et on s'en prend à la laïcité, qui est le droit de croire ou de ne pas croire. Et dès lors que l'on a fait le choix de sa religion, on s'en prend à la garantie dont dispose chacun d'être protégé en raison du libre choix qui l'a conduit à adopter telle ou telle religion ou à n'en adopter aucune. Et si l'État se tient à distance de toutes les religions et n'en reconnaît aucune, c'est précisément pour permettre à cette liberté d'être pleine et entière. Donc c'est cette liberté qu'on a attaquée. Comme quand on a égorgé le père Hamel, qui était la bonté même dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray. C'est à la liberté défendue par l'État et ceux qui sont en charge de la protéger qu'on s'en est pris lorsqu'on a tué des policiers portant l'uniforme ou des militaires à Montauban et à Toulouse. Et il y a une scène dont je ne vous ai pas parlé, mais qui m'a considérablement marqué. Quelques jours après l'attentat de Montrouge, je vais dans l'école juive, dont on nous avait dit qu'elle était la cible possible que le terroriste voulait atteindre. Et il y avait à la porte de l'école une maman en larmes qui me dit « Je savais que vous deviez venir, le directeur de l'école me l'a dit, je voulais vous dire que la différence entre vous et moi, c'est que moi, quand j'amène mes enfants à l'école le matin, je ne suis pas sûr de les retrouver le soir. Donc j'y reste toute la journée, parce que si des terroristes venaient à les tuer, je voudrais mourir avec eux, alors que vous, vos enfants doivent vraisemblablement ne pas subir le même sort. » Et donc, à ce moment-là, nous avons décidé de protéger toutes les écoles confessionnelles, tous les lieux de culte, en mobilisant les militaires de l'opération Sentinelle et nos policiers, précisément parce que nous voulions que la République demeurât toujours debout. Et ce sont ces moyens-là que nous avons mobilisés pour qu'elle tienne. Ce ne sont pas des mots, enfin en tous les cas moi dans mes fonctions, je n'ai jamais utilisé de mots qui étaient destinés à tendre la relation dans le pays entre les communautés ou à prendre des postures avantageuses dont j'imaginais qu'elles étaient celles que les Français avaient envie de voir prévaloir pour chercher un quelconque gain de popularité dont la France, dans son unité et son indivisibilité, aurait fait les frais. Et je pensais que si nous voulions défendre la liberté face à ceux qui s'en prenaient à elle, il fallait que ceux qui incarnaient à ce moment-là les responsabilités les plus en première ligne dans l'appareil d'État fussent capables de se comporter ainsi. Et le président Hollande a été de ce point de vue-là tout à fait à la hauteur de la responsabilité qui était la sienne au moment où il l'a assumée. On avance dans le temps. Le 6 décembre 2016, vous êtes nommé Premier ministre. Votre prédécesseur Manuel Valls s'engage dans la bataille des primaires alors que le président de la République a annoncé renoncer à se représenter. Vous, de votre côté, vous dites, si je ne m'abuse, n'êtes pas tout à fait convaincu par la candidature de Benoît Hamon, une fois que Benoît Hamon a gagné les primaires. Vous le soutenez cependant. Manuel Valls ne fera pas ce choix. Ça a été considéré par certains comme une trahison. Est-ce que dans ce cas-là, la loyauté au parti, à la procédure de la primaire, dans ce cas-là qui a été décidée, elle est plus importante, parce que c'est une loyauté, c'est une valeur très importante pour vous, la loyauté, elle est plus importante que ce qu'un homme pense être bon pour son pays?
C'est pour moi une question de responsabilité. Tous les acteurs dont vous venez de parler n'avaient pas nécessairement conscience à ce moment-là que les partis étaient mortels. Moi, j'en avais l'intuition. Et comme j'en avais l'intuition et que j'étais très attaché à mon parti, je n'aspirais pas à le voir disparaître. D'ailleurs, vous avez indiqué tout à l'heure que je l'ai quitté. J'ai quitté mon parti, non pas parce que j'avais cessé d'être socialiste, mais parce que j'avais l'intention de continuer à l'être. Et je m'explique là-dessus, j'entends des murmures, ou des approbations, ou peut-être des approbations, je ne sais pas. Mais je vais vous dire ce que je veux dire quand je dis cela. Moi, j'estime que quand on est responsable d'un parti politique et qu'on a des convictions et de la sincérité, on transporte avec soi tous les bagages de ceux qui nous ont précédés. Moi, j'estimais, quand je suis rentré au Parti socialiste, à un âge où j'avais la possibilité de réfléchir, qu'il y avait dans les bagages qui m'avaient été légués la manière dont Léon Blum avait été atteint par la violence, par les ligues d'extrême droite, le 6 février 1934, en étant hospitalisé plusieurs jours, qu'il y avait la calomnie dont avait été victime Roger Salingro de la part de ces mêmes groupes d'extrême droite et qui l'avait conduit à se suicider, qu'il y avait les insultes antisémites subies par Pierre Mendès France lorsqu'il était monté à la tribune de l'Assemblée nationale pour engager la décolonisation, qu'il y avait la parole de François Mitterrand prononcée en novembre 1980 à l'occasion d'une émission de télévision où, l'interrogeant sur la peine de mort, il avait dit « Je sais que les Français majoritairement y sont favorables, mais moi, candidat à la présidence de la République, je vous indique que si je suis élu, je l'abolirai. » Et j'estimais que nous étions comptables aussi de tous les principes républicains que j'ai évoqués tout à l'heure et dont j'ai vu qu'ils étaient mis à mal au moment où la crise terroriste était apparue. Et donc, pour moi, la laïcité, le refus du communautarisme, la tolérance, la fraternité, le respect notamment qu'on doit à ceux qui ne pensent pas comme soi, qu'on peut combattre politiquement en convoquant des arguments et en essayant de les convaincre par la force de la démonstration intellectuelle et éventuellement la force de la posture morale, valait mieux que l'injure et l'insulte à l'égard de ceux dont on combat les idées et parfois les projets. C'était mes convictions. Et donc, lorsque j'ai vu que mon parti s'alliait avec une organisation politique dont la tendance, les orientations, la manière d'être ne correspondaient pas à la conception que j'avais de ce qu'était la gauche dans l'histoire que je viens d'évoquer, j'ai considéré qu'il ne fallait pas substituer Maduro et Simon Bolivar à Blum et Jaurès. C'était mes convictions. Donc j'ai pris une position qui correspondait à mes convictions, en sachant que cela pourrait être incompris, mais que la politique a quelque chose à voir avec la sincérité et que la gauche de gouvernement, la gauche humaniste, ne pouvait pas rester elle-même si elle s'engageait sur ce chemin. Je le pense aujourd'hui plus encore. Et je le pense plus encore pourquoi ? Parce que je pense que le pays est confronté à un véritable danger qui est celui du Rassemblement national, que si par les comportements politiques nous désinhibons tout et nous transgressons tout, nous fabriquerons du vote Rassemblement national en quantité industrielle, et que je pense que s'il n'y a pas une alternative de crédibilité à gauche qui se constitue, pour faire en sorte que cette hypothèse n'advienne pas, alors elle adviendra. Et je sais aussi que parfois, en politique, il faut avoir le courage de prendre des positions auxquelles on croit, en sachant que ce sera peut-être difficile pendant un certain temps, mais il vaut mieux prendre le risque d'être seul un peu que d'être dans le mouvement de la foule et de la meute. Vous parlez justement de solitude à l'épreuve de la violence, un de vos ouvrages. Vous parlez d'un immense sentiment de solitude en politique. C'est quelque chose de solitaire, la politique ? Non, ce n'est pas quelque chose de solitaire, mais si vous voulez faire de la politique en prenant les responsabilités qui sont les vôtres et en disant sincèrement ce que vous croyez juste, vous êtes plus souvent amené à rencontrer la solitude qu'autre chose. C'est une rigueur de la politique lorsque l'on la fait avec la sincérité.
Si vous la faites avec opportunisme et volonté d'être toujours dans le flot des idées les plus à la mode, vous souffrez moins de la solitude, c'est évident. Dans un autre de vos ouvrages, je vais me permettre encore une fois de vous citer. Vous citez vous-même un proverbe normand qui dit « Une grande confiance ne doit jamais exclure une petite méfiance ». De quoi ou de qui vous vous méfiez, Bernard Cazeneuve? Je me méfie de la foule, dont Victor Hugo avait raison de dire qu'elle trahit souvent le peuple. Je me méfie des emportements, je me méfie des phénomènes de meute, je me méfie de la hargne ou de la rage qui s'empare d'un peuple et qui le conduit parfois à commettre des injustices et des violences. Je me méfie considérablement du pouvoir, au sens où je crois, comme Montesquieu, qu'il faut toujours que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Et dès lors que le pouvoir n'est pas exercé avec l'idée, lorsqu'on est français, que la France est plus grande que soi, si on se laisse aller au narcissisme, si on se laisse aller à ce que le narcissisme autorise parfois de comportements méprisants à l'égard du peuple, on suscite la colère de la foule. Et il m'est arrivé d'entendre certains responsables politiques expliquer que les Français sont des Gaulois réfractaires. Il m'arrive de me poser la question de savoir si ces responsables politiques ne sont pas réfractaires à leur peuple et s'ils ne créent pas les conditions pour que la foule finisse par l'emporter sur la sagesse du peuple. Et ça m'inquiète, je m'en méfie. Beaucoup. Ma dernière question, puisque l'heure tourne malheureusement, sera celle-ci. Durant la campagne de 2017, vous vous êtes rendu à Longwy, pas très loin d'ici. Dans chaque jour compte, vous écrivez « En quittant Longwy, le maire sans étiquette d'une commune avoisinante m'aborde et me dit « Je vous ai bien écouté et je pense que vous avez raison sur bien des points. Mais vous ne convaincrez personne avec vos arguments, car personne n'a envie de les entendre. Les gens ici sont en colère et pour bien le faire savoir, ils voteront pour le Front National, quoi qu'il advienne. » Comment on répond à ça? Comment on ne perd pas espoir? Mais on ne perd pas espoir parce que la politique, et finalement votre question me permet de conclure sur quelque chose à quoi je crois fondamentalement après près de 25 ans de vie politique. La politique, c'est un art de la conviction, ce n'est pas un art de la séduction. Si vous pensez que vous pouvez en réussir en politique en séduisant ceux dont vous suscitez la confiance, vous pouvez une fois les ramener à vous. Mais si la séduction ne se fonde sur rien qui correspond à ce que le général de Gaulle appelait une certaine idée de la France, et si cette certaine idée de la France que vous devez porter lorsque vous êtes appelé à des responsabilités politiques, et notamment les plus éminentes, n'est pas adossée à un creuset de valeurs, de principes, de convictions qui vous conduisent par la sincérité à essayer de ramener à vous ceux qui ne pensent pas comme vous pensez vous-même, en vous interdisant de les séduire, précisément pour que la confiance ne soit jamais trahie, alors vous n'êtes pas fait pour faire de la politique. Vous êtes fait pour faire du théâtre. Et du théâtre d'ailleurs dont les décors, parce que ce n'est pas le meilleur, sont de Roger Hart et les costumes de Donald Cardwell. Je parle là pour les générations les plus jeunes. Donc, si vous ne cherchez pas à convaincre, y compris lorsque tout est difficile, vous pouvez éventuellement réussir. Vous pouvez même réussir même plus vite que ceux qui cherchent à convaincre. Mais ça ne dure pas. Et la trace laissée n'est pas la meilleure. C'est par l'action qu'on réussit en politique? C'est par l'action, par la réflexion, par la conviction, par l'acceptation de la part d'assez. Vous savez, la politique, c'est une abnégation. Je me souviendrai toujours de ce 2 avril 2014, lorsque j'arrive au ministère de l'Intérieur. Je regarde la galerie de portraits qui est dans l'antichambre et qui est la galerie de portraits de ceux qui m'avaient précédé, qui m'ont précédé. Et je compte le nombre de ministres de l'Intérieur dont on se souvient du nom. Et je me dis, en rentrant dans mon bureau,
la France est plus grande que toi. Alors vous me direz, compte tenu de votre taille, vous auriez peut-être eu plus de difficultés à considérer la chose. Mais moi non. Et de ce point de vue-là, ma nature m'avait aidé à intégrer les bons principes de la politique. Et donc je suis rentré dans mon bureau en me disant, la France est plus grande que toi. Et cette pensée ne m'a jamais quitté. Et si vous pensez que la France est plus grande que vous quand vous gouvernez, vous êtes dans l'abnégation. Vous n'êtes pas dans le narcissisme. Merci, Bernard Cazeneuve. Merci à vous. Merci, je tiens à remercier... Il me faut nécessairement remercier le public ici présent ce soir, les élus qui sont présents au premier rang ou peut-être ailleurs dans la salle, la ville de Thionville et des Mots et Débats pour la co-organisation de ce superbe festival qui durera encore demain et après-demain. Toutes les équipes des bénévoles, l'équipe technique qui nous a beaucoup aidés dans la préparation de cette rencontre, Elisabeth Parachini, à qui cette table ronde doit plus que ce que vous imaginez. Julien Boer, qui m'a aussi beaucoup aidé dans les dernières heures de préparation. J'en oublie certainement beaucoup. Merci à tous. Merci encore une fois, Bernard Cazeneuve. Puis merci à tous de votre présence qui, bien entendu, me fait très plaisir. Et j'espère ne pas vous avoir assommé par la somme des épreuves qui ont été traversées pendant toute la période où j'étais au gouvernement. J'espère que ce n'est pas ma présence au gouvernement qui est à l'origine de ces épreuves. Et je ne le crois pas puisque les choses se sont poursuivies après. Mais en tous les cas, merci infiniment d'être là. Votre présence me touche beaucoup. N'oubliez pas notre librairie au Beffroi municipal où vous trouverez les livres de tous les auteurs que nous recevons pendant ces 3 jours, ainsi que ceux du Premier ministre. Nous avons encore beaucoup de tables rondes avec des grands sujets, des grands moments, demain et dimanche. Nous espérons tous vous y voir. Encore une fois, merci et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Polythéa.